Remettre à demain, cela finit mal pour Monsieur Shakespeare. Alors peut-être s'agit-il de ne pas payer ses impôts dans les temps ou bien d'inscrire à temps ses enfants à l'école ou à la crèche. Pourquoi avons-nous trop souvent tendance à remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ? La procrastination nous concernerait tous, ou presque, que ce soit pour payer une facture, déclarer ses impôts, donc rendre un devoir ou arrêter de fumer. Pourquoi avons-nous cette fâcheuse tendance à remettre à remettre à plus tard ou bien à la cinglinglin des tâches pourtant essentielles ? Mais au-delà des effets délétères que procrastiner peut générer, y a-t-il au fond une bonne procrastination ? Je vous propose de tenter d'y répondre et d'y réfléchir aujourd'hui avec mes deux invités dans cette émission Quête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la grande joie de recevoir Mathilde Ramadier. Bonjour Mathilde. Bonjour. Ravie de vous recevoir dans cette émission Quête de Sens. Merci. Vous qui êtes autrice, psychanalyste et philosophe de formation, on peut mentionner votre ouvrage en lien avec cette émission Quête de Sens, Apprivoiser sa procrastination, l'art de faire autrement, paru chez Erol. Mathilde, êtes-vous une procrastineuse ? Est-ce la raison Oui, je le suis comme tout le monde, ou presque, comme vous l'avez dit en intro, et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est qu'un jour je suis tombée sur un sondage qui disait qu'en France, nous serions 85% à procrastiner. J'ai pensé que les 15% restants avaient procrastiné et n'avaient pas répondu au questionnaire. Alors, on pense souvent au travail. Quand on pense procrastination, il se trouve que moi, je procrastine pas trop dans mon travail, mais il y a plein d'autres domaines. Le domaine administratif, vous avez cité les impôts, là, on était en pleine période. Absolument. C'est très dur le printemps. Hein. Je lève la main pour avoir rendu en retard, mais... Il y a aussi les décisions existentielles, quitter quelqu'un, prendre une décision professionnelle. Il y a 1001 façons de procrastiner. Quitter quelqu'un, j'avais pas pensé, mais pourquoi pas. Merci d'être là, Mathilde. Et puis Nina, évidemment, l'incontournable Nina. Bonjour Nina Bataille. Bonjour Marie. Bienvenue. Vous qui êtes déjà venue plusieurs fois dans cette émission Quête de Sens, vous êtes toujours spécialisée dans le coaching professionnel, la qualité de vie au travail en particulier. On peut mentionner évidemment cet ouvrage en lien avec cette émission du jour, J'arrête de courir après le temps, équilibre de vie, charge mentale, procrastination, je prends mon temps en main, chez ESF si je ne me trompe pas. Absolument. C'est bien ça. Alors mesdames, effectivement, Nina, vous êtes une procrastineuse ou pas vous ? Pas trop. Grande pas ou pas trop ? J'essaye de me soigner, mais pas trop. Avant le livre, déjà, vous étiez... J'étais pas trop Pas trop non plus ? Non, pas trop. Alors, est-ce que c'est une question... Vous tombez bien, est-ce que c'est une question de tempérament ? Est-ce que la psychanalyse peut répondre, peut-être ? Alors, la philosophe ? Ça dépend comment on aborde le problème. Il y aurait plusieurs sources. Il y a des études récentes qui ont montré qu'il y a des sources physiologiques de structure du cerveau. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, non seulement ce n'est pas mon domaine et puis c'est un peu barbant, mais en gros, la taille de l'amygdale à l'intérieur de notre cerveau, il serait pour quelque chose puisque c'est le centre à la fois du plaisir et de l'angoisse. Et donc, les gens qui procrastinent auraient une amygdale plus volumineuse et des connexions avec le reste plus courtes. Et en gros, il leur serait plus difficile de faire le tri entre les actions à réaliser et les actions qu'ils peuvent éviter. Pour m'en référer un petit peu à Freud, je pense qu'il y a ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti le Freud, tu dis quoi, dans la procrastination, je ne les défendrai pas sur tous les fronts, mais là-dessus, il avait quand même identifié un couple de forces motrices en nous que sont le principe de plaisir et le principe de réalité. Et je crois qu'on peut aussi expliquer la procrastination avec ça, en fait. On procrastine quand le principe de réalité fait irruption dans notre vie, c'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qu'il faut faire, une tâche, une décision, on est obligé d'agir contre notre gré, contre notre volonté. Et là, le principe de plaisir agit en contrepoids. Souvent, quand on procrastine, on cherche le plaisir immédiat, on cherche la récompense immédiate. On se lève pour se faire un petit café, on appelle un ami, on va traîner sur Internet. This my life. Mais le déterminisme n'explique pas tout. Enfin, il n'y a pas de déterminisme biologique. Il y a bien sûr des causes très multiples. Ça dépend de notre tempérament, du type de métier qu'on a. Évidemment, on ne peut pas tous se permettre de procrastiner au travail. Les gens qui travaillent aux urgences, qui sauvent des vies, qui sont payés à la tâche, qui sont payés à l'heure, n'ont pas le loisir de procrastiner. Donc, c'est une très vaste question. Et on y est tous soumis d'une façon ou d'une autre à plusieurs degrés d'intensité. Nina Bataille, alors c'est vrai qu'on parle du travail, procrastiner au travail, ça peut avoir quand même de sacrés inconvénients, le mot est faible. Pour vous, si plutôt, vous êtes d'accord d'abord avec Mathilde ou pas sur le plan, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est un tempérament ou alors est-ce que il y a un peu des deux, évidemment Il y a forcément un peu des deux et en effet, en neurosciences, cette histoire de problème d'amygdale, enfin de problème...
ça reste à confirmer, mais ce serait peut-être aussi physiologique. D'accord. Alors, après, évidemment, il y a toute la construction qu'on va avoir, puisque assez souvent, quand même, derrière les problèmes de procrastination se cachent des sources, des problèmes émotionnels. Donc, bien sûr que l'éducation va rentrer en jeu et que notre passé va influencer le fait qu'on soit plus ou moins enclin à procrastiner de manière occasionnelle ou chronique. Parce que là, effectivement, on a déjà parlé ensemble de la mauvaise procrastination. Alors, on peut quand même faire peut-être la part des choses. Il y a une procrastination dangereuse, il y a une procrastination maladive, pathologique, certainement. Il y a une procrastination à peut-être rééquilibrer dans certains domaines. Bon, vraiment, on sent que c'est une question d'organisation, un petit peu peut-être de travail, de coaching, de volonté, enfin, que sais-je. Et puis, il y a peut-être aussi une procrastination, une bonne procrastination, c'est celle qu'on va décider de définir ensemble aujourd'hui. Mais peut-être qu'on s'adresse aussi aux personnes, en ce début d'émission en tout cas, qui sont, eux, vraiment, pas honteux, mais enfin qui ressentent une espèce de culpabilité et qui ne peuvent pas en même temps s'empêcher de procrastiner. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces personnes en ce début d'émission? Puis après, on passera à la bonne. Si vous permettez, mesdames. Voilà. On leur dit d'abord, je rejoins 100% Mathilde, c'est un problème qui concerne tout le monde à plus ou moins forte échelle, à tel point que le 25 mars, c'est la journée de la procrastination, donc c'est passé, on n'est pas dans l'actualité, mais voilà, quand même. Et puis ensuite, la bonne question à se poser, c'est à qui ça pose problème, cette procrastination? Est-ce que ça me pose problème à moi et ça me porte préjudice, ou est-ce que ça pose problème aux autres? Parce qu'on est quand même dans une société où il faut tout optimiser, ou même quand on prend des vacances, il faut que ce soit un temps optimisé, qui soit rentable. Enfin, il y a quand même cette idée dans notre société qui évolue beaucoup, mais bon, voilà. Donc, à qui ça pose problème? C'est pas on peut être culpabilisé parce que les autres vont vous trouver paresseux, mais tout est relatif. Par exemple, je pense notamment aux conflits intergénérationnels. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas forcément envie de s'impliquer autant que les générations, on va dire plus de 40 ans. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes perspectives d'évolution, c'est pas le même contexte économique ni quoi que ce soit. Ils sont plus enclins à la procrastination, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ou pas? Ils sont plus enclins à kiffer, à profiter, à avoir des interruptions dans leur métier, à faire des tours du monde, des choses comme ça, qui peuvent être pris pour des temps de glandouille par exemple leurs aînés. Enfin voilà, il y a aussi des conflits de valeurs selon les générations. Et c'est pas forcément... c'est relatif, c'est subjectif. Donc, la bonne question à se poser, c'est est-ce que ma procrastination me porte préjudice? Voilà, en quoi j'en souffre? Si la réponse est finalement non, et en fait c'est le regard de l'autre qui me gêne, peut-être qu'il faut que je m'affranchisse du regard de l'autre et que pour moi tout va bien en fait. Ouais. Mathilde, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes? Je dirais oui, en effet, que cette question, elle est importante puisque c'est la question du rapport qu'on entretient avec la société qui nous bombarde d'injonctions, qui nous rajoute des notifications, qui apporte des technologies qui sont censées répondre à nos besoins, mais qui nous rendent de plus en plus extérieurs à nous-mêmes. On a des agendas de plus en plus remplis, on a parallèlement des outils qui nous permettent de gagner du temps et pour autant, on a l'impression de toujours courir après le temps. La procrastination, je pense qu'elle fait partie de la condition humaine. On en a fait quelque chose de honteux, mais quand même de facilement avouable. C'est un petit peu comme la gourmandise, vous savez. C'est un peu dur de l'avouer quand on est pris sur le vif, ou peut-être quand nez dans le paquet de bonbons. En même temps, c'est quelque chose qu'on va avouer assez facilement à ses amis. Et de même, on va dire facilement qu'on procrastine. On va peut-être pas l'avouer devant notre manager ou notre professeur ou devant une figure d'autorité à qui on doit quelque chose. Elle peut devenir pathologique, en effet, et ça peut avoir des conséquences très graves. Pour les besoins de mon livre, j'ai mené ma petite enquête auprès de 180 personnes âgées de 18 à 65 ans, pour la plupart qui étaient actives dans une profession ou une activité. Et j'ai reçu des témoignages assez édifiants, notamment dans le domaine de la santé. Le dentiste arrive en tête de liste des rendez-vous qu'on procrastine. J'espère qu'il m'écoute pas, mon dentiste, parce que je fais partie de ces personnes, mais alors à 100%. Et ça peut avoir des conséquences désastreuses. Ouais. Je me souviens de témoignages de gens aussi qui ont repoussé des rendez-vous, qui ont pas souscrit à une mutuelle, qui sont retrouvés avec des frais médicaux, des feuilles de soins qui s'entassaient, etc.
Je pense que ce genre de situation devrait nous pousser à nous arrêter un petit peu et à nous demander pourquoi j'ai pas envie de le faire. Très souvent, derrière un épisode de procrastination, il y a un blocage. J'aime bien dire que la procrastination, c'est une cousine de l'acte manqué. Même si, en l'occurrence, on ne fait pas quelque chose, au contraire, on ne fait pas ce qu'on est censé faire. Mais qu'est-ce que ça cache, en fait ? Qu'est-ce que notre inconscient essaie de nous dire ? Il est en train d'affleurer pour nous faire passer un message, de même qu'on oublie de mettre un réveil, par exemple, pour se rendre à un examen pourtant très important. On peut se retrouver dans des situations où on repousse le moment de se mettre à un dossier extrêmement important pour notre carrière, ou commencer à la veille d'une date de rendu, un dossier de candidature, etc. Qu'est-ce que ça cache, au fond ? C'est la peur de l'échec. Est-ce que finalement, on n'a pas envie de se confronter aux mauvais choix peut-être qu'on a fait dans notre carrière, en l'occurrence ? Je pense qu'il y a un message sous-jacent et qu'il est très important de prendre le temps de le découvrir. Ouais, c'est essentiel. Alors voilà, maintenant, vous avez compris le message, c'est les grands procrastineurs qui nous écoutent. Je vous invite également à réécouter cette émission, cette précédente émission qui date un peu, mais qui n'a pas pris une ride, n'est-ce pas ? Avec Nina Bataille, qui était présente dans cette émission justement sur les effets délétères, mais comment justement essayer de se réorganiser, de se faire accompagner éventuellement, parce que ça, vous ne l'avez pas dit, mais évidemment, quand c'est trop profond, quand on sent qu'il y a vraiment un sujet, peut-être se faire accompagner. C'est un peu aussi, Mathilde, peut-être qu'on peut conseiller ça aux personnes C'est vrai qu'on n'aurait pas le réflexe forcément d'aller voir un psychothérapeute, un psychologue ou un psychanalyste parce qu'on procrastine, mais encore une fois, il faut le voir comme un symptôme. C'est comme si on était tout le temps en retard ou si on avait l'impression d'être un peu à côté de ses pompes, comme on dit, de faire les mauvais choix, de les regretter ou d'être dans des spirales d'échecs. La procrastination, on a souvent l'impression que c'est un raisonnement par l'absurde, qu'on est totalement incohérent et que, en plus de ça, on répète ces situations absurdes. Or, ça répond à un phénomène psychique qui est bien connu depuis plus de 100 ans, c'est la compulsion de répétition. Ça nous arrive aussi de répéter des choses, des situations, des comportements, alors même qu'on sait qu'elles ne nous sont pas profitables. Et en fait, alors je vais arrêter de citer Freud, mais c'est pas mon grand ami forcément, mais Freud avait repéré que justement, on va répéter une situation inconfortable avec l'espoir en fait de s'en faire maître. D'en sortir. Oui, d'en sortir, voilà. C'est-à-dire d'arriver finalement dans un geste un peu de désespoir à le maîtriser. Et par ailleurs, sur cette histoire de la cohérence, c'est très difficile à vivre dans nos sociétés. Là, on parlait à l'instant de cette injonction à être rentable, à même passer des vacances qui seraient profitables à notre budget ou à notre condition physique, à nos relations, etc. Depuis les Lumières, on nous fait croire que nous sommes des êtres cohérents. Mais c'est pas toujours le cas. Ah non, je confirme aussi que ce n'est pas le cas. On baigne dans l'absurde aussi. Dans le paradoxe. Dans le paradoxe. Et je trouve aussi que c'est ce qui fait notre beauté. Beau, mais oui. C'est ce qui nous permet d'être créatifs par ailleurs, d'être poétiques, de faire en sorte que tout n'est pas tout lisse, sinon ce serait d'un ennui mortel. Et la procrastination fait partie de ces symptômes aussi qui nous rappellent que non, on n'est pas très cohérent. On a un truc à faire, on le fait pas. Pourtant, on en a envie, c'est étrange, on le fait toujours pas. Et il y a une raison là-dessous. Et en revanche, et là je m'adresse à vous, Nina Bataille, quand on se motive un peu, quand on, pour une fois, on prend rendez-vous avec son on se dit, on prend le taureau par les cornes, quoi. Voilà. Mm-hmm. Et je trouve qu'il y a une satisfaction moi, j'en sors justement de ces arides rendez-vous trop tard, mais pas encore trop tard, pas suffisamment tard pour que ce soit dramatique. Mm-hmm. Et on est ultra fiers, en fait, d'avoir surmonté, et je pense à ce que vous venez de dire, effectivement, cette espèce de retard, enfin on sait très bien qu'on n'y pense pas trop, mais non mais je le ferai plus tard, mais je sais pas trop quand, mais je le ferai quand même, je le ferai, puis on le fait pas, bien genre. Et quand on le fait, je trouve que ça donne une espèce de fierté. Ouais. C'est normal ça, Nina Bataille? C'est absolument normal parce que c'est une victoire. C'est la victoire du procrastinateur, c'est vachement bien. Dans les clés pour justement diminuer la procrastination, savoir se féliciter des progrès accomplis, c'est super important parce qu'on a tendance à voir tout ce qu'on ne fait pas bien, mais on oublie... Elle le dit à chaque fois, Nina Bataille, ça. Non, mais on a tendance... Mais on ne voit pas tout ce qu'on fait bien, donc c'est bien d'avoir... C'est le petit carnet de kiff de Florence Servan-Schreiber ou ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est assez simple à comprendre. De noter vos progrès quand vous avez un comportement qui vous limite et qui est compliqué à vivre.
et puis de vous en souvenir, de le regarder régulièrement, surtout quand ça ne va pas. Et là, ça peut faire partie des moteurs qui vous portent. Je suis d'accord qu'on est des êtres incohérents, mais il y a quand même une logique derrière. Parce que tout à l'heure, vous disiez toute cette notion de pourquoi est-ce que je procrastine. Et parfois, reprendre le contrôle, ça c'est complètement vrai. Et parfois, il y a cette notion de passif-agressif. Alors moi, je ne suis pas du tout psychologue ni quoi que ce soit, mais on a tous en tête ce collaborateur qui ne fait pas ce qu'on lui demande ou qui fait super lentement parce qu'en fait, il ne voulait pas le faire et le manager lui a imposé un truc qui n'a pas été forcément bien expliqué ou je ne sais pas quoi. Ou alors, c'est une tâche fastidieuse tout court. Et parfois, bien sûr qu'on va s'en vouloir, mais en fait, c'est une manière de reprendre le contrôle en disant « Écoute, là, t'es gentil, mais je n'avais pas du tout envie de le faire. » Les enfants sont très forts pour ça, notamment, aussi. Il y a un conseil à donner là-dessus et qui nous vient de très loin, qui nous vient du philosophe Descartes. Dans ses méditations métaphysiques, il disait « Cherchez à changer vos propres désirs plutôt que l'ordre du monde. » Ah, c'est vrai. C'est-à-dire, plutôt que de chercher à tout bouleverser, toutes ces choses sur lesquelles on n'a pas prise, ce que la société nous dicte, ce qui se passe très loin de nous, commençons par changer ce qui nous motive intérieurement. Et ça peut être aussi une petite clé pour les gens qui procrastinent. Et ce qui nous meut aussi. Voilà, se demander, ok, qu'est-ce qui est le plus proche de moi en fait ? Qu'est-ce que j'ai vraiment à l'intérieur ? Et un autre outil bien plus pragmatique, c'est la liste de choses à faire, la fameuse to-do list. On parlait de petits plaisirs. Ça marche. Franchement, ça marche. Nina, je l'ai fait. Quand on biffe quelque chose qu'on a fait, ça fait tellement plaisir. Satisfaction. mais vraiment. Mais pour mettre la pression à personne et culpabiliser personne, on coche jamais toutes les cases. Non. Il y a toujours une qui reste, mais c'est ça qui est sympa. Parce que personne ne connaît quelqu'un qui coche toutes les cases. Ou alors, c'est un robot. Avec l'intelligence artificielle, Ils ne sont pas les bienvenus dans cette émission en quête de sens. Vivace, cet extrait de la sonate numéro 5 en sol mineur n'attend pas, celle d'Arcangelo Corelli. À tout de suite. Et voilà pour cette sonate, cet opus 5, extrait de cette sonate numéro 5 en sol mineur de Arcangelo Corelli sur Radio Notre-Dame. Et sur RCF, on se pose une question ce début de semaine. Y a-t-il une bonne procrastination ? Alors, certainement que oui, quand on contrôle tout, quand on veut absolument tout maîtriser, cocher toutes les cases, rayer toute la to-do list, on est épuisé, burn-out éventuellement, charge mentale. Là, peut-être est-il bon de procrastiner. Question en tout cas, parmi d'autres, que je vais poser à mes deux invités qui sont toujours Nina Bataille, coach spécialisée dans le coaching professionnel. En particulier, elle s'intéresse à la qualité de vie au travail. Elle a publié notamment « J'arrête de courir après le temps » aux éditions ESF. Mathilde Ramadier est également avec nous, autrice et psychanalyste philosophe de formation. J'ai du mal à articuler en ce début de semaine. Apprivoiser sa procrastination, l'art de faire autrement chez Erol. Et là, c'est un art, Mathilde, que nous allons aborder aujourd'hui. Maintenant, dans cette deuxième partie d'émission, effectivement, quand on est dans le tout contrôle, ça peut quand même un peu détendre.
de procrastiner, de se mettre à procrastiner, et ça peut même devenir un exercice, et c'est ce qui est évidemment aussi l'objet de votre livre, une partie de votre livre, Nina Bataille, Mathilde Ramadier. Alors, sans élever la procrastination au rang de vertu, parce que ce serait un petit peu facile trop l'info pour se dédouaner, et puis un peu hypocrite envers tout un tas de professions qui, encore une fois, ne peuvent pas se le permettre, ou de gens qui sont dans des situations de vie, des situations sociales qui ne leur permettent pas de procrastiner sur beaucoup de choses. Ouais. Sans l'élever au rang de vertu, je pense quand même que la procrastination a des avantages. Elle permet aux pensées subconscientes de survenir. Quand on pense aux métiers créatifs, les artistes, ils sont très nombreux à procrastiner, et c'est pas un hasard. D'ailleurs, l'expression « être charrette », faire charrette, nous vient de l'école d'architecture des Beaux-Arts de Paris, quand, au XIXe siècle, les étudiants étaient si en retard pour livrer leurs plans les jours d'examen qu'ils devaient louer une charrette à bras pour courir à travers Paris et les livrer le plus rapidement possible. L'expression est restée dans le milieu des architectes, mais elle a débordé ce milieu-là, on l'emploie tous. Et les métiers créatifs y sont sujets parce que souvent, les meilleures idées n'arrivent pas quand on les attend. C'est pas quand on a le nez rivé sur son ordinateur à se dire « Allez, la page blanche, il faut qu'elle se remplisse ». C'est pas là qu'on va avoir une idée innovante. C'est au moment où on s'y attend le moins. Parce que le cerveau continue d'œuvrer comme un ordinateur qui travaille en tâche de fond. Et l'inconscient, le subconscient, ils bossent en permanence. Et c'est pas à eux qu'on va dicter le bon moment, le moment propice pour s'y mettre. C'est pour ça aussi qu'il est difficile, c'est un autre débat, mais de bien arriver à quantifier les heures de travail qui sont nécessaires pour un projet créatif. J'en sais quelque chose en tant qu'autrice. C'est très difficile de dire combien de temps on met pour écrire un livre parce que parfois les idées nous viennent en une fraction de seconde alors qu'on est en train de faire les courses ou un jogging ou qu'on essaie de trouver le sommeil. Mais elles viennent très rarement entre 9h et 17h au moment où on doit l'attendre. Et donc, s'accorder des moments de procrastination, c'est reconnaître cette vérité intérieure. C'est reconnaître que le temps qui nous est imposé par la société et le monde du travail n'est pas forcément notre temps de l'esprit, notre temps de la créativité. Alors voilà, encore une fois, c'est pas applicable à tous les domaines, mais la procrastination, c'est ce vagabondage mental dont on a un petit peu perdu l'exercice, la fluidité. Pour remplir le temps aussi aujourd'hui, non ? Pour le remplir avec des choses palpables, des choses dont on voit le résultat. En fait, on a une vision télique du temps, c'est-à-dire une vision... on envisage le temps uniquement comme un moyen de parvenir à une fin, quelque chose qu'il faut remplir, quelque chose dont on a besoin pour arriver à un résultat. Mais le temps, il peut être pris pour ce qu'il est. Et en témoigne aussi cette expression « un temps mort ». On dit un temps mort. C'est vrai. Pour qualifier un temps en fait dans lequel on n'a rien fait de concret, on n'a pas fait ce qu'on devait faire, on n'a pas travaillé, etc. Mais quelle audace avons-nous pour qualifier un temps de mort ? Le temps, il est ce qu'il est pour ce qu'il est, et on en fait ce qu'on veut, ou on en fait quelque chose ou pas, mais il ne peut pas être mort. C'est vrai qu'on court après le temps la plupart du temps de nos vies. Surtout quand nous sommes plus ou moins en ville. Nina Bataille, c'est notre mentalité d'urbaine qui peut-être concourt aussi à cette espèce de course après la montre. Mais en fait, peut-être n'avons-nous rien compris justement à ce temps. Et c'est intéressant, c'est vrai que le temps mort, je ne m'étais jamais fait la réflexion. Le temps mort, pourtant, il devrait être présent chaque jour. En fait, c'est ça. J'ai bien compris. En fait, c'est crucial, et les gens qui sont dans des métiers créatifs l'ont compris. Que ce temps de vagabondage est nécessaire en fait pour laisser au cerveau le temps de rétablir des collections qu'il n'a pas le temps de faire si on le sursollicite, et ce qui explique qu'on se retrouve dans des phénomènes de sensation de charge mentale. Mais en fait, tout le monde a besoin de temps de vagabondage. C'est Albert Moukébert qui est neuroscientifique et je sais plus, je crois qu'il est psychanalyste aussi, je sais plus, qui dit on devrait tous s'accorder un temps de rien. Sur son canapé le soir, 5 minutes. Ou 10 minutes. Mais sans les téléphones, attention. Si on est de rien, un temps de rien. Je m'assois sur mon canapé et je ne fais rien. En fait, il se base sur les travaux de Bertrand Russell, qui a écrit Éloge de l'oisiveté, qui prône le désengagement intentionnel depuis 20 ans. Désengagement intentionnel, justement, pour ne pas être dans un temps efficace. Et donc... l'idée, c'est de se mettre le soir, comme ça, 5 à 10 minutes,
on fait rien et on regarde ce qui se passe après. Et en général, on ne trouve pas forcément des grandes idées, mais on trouve des solutions à ces problèmes et de la prise de recul. Parce que c'est ça, en fait, la créativité, c'est trouver des solutions aussi à des problèmes. Ouais. C'est ça aussi. Premier effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, imaginons, vous n'êtes pas tout seul chez vous. Il y a des gens qui sont célibataires, il y a des gens qui vivent à plusieurs. Regardez ce qui se passe quand vous ne faites rien et que vous êtes vraiment disponible. Eh bien, je vous donne en mille. Il y a fort à parier que les gens autour de vous viennent vous solliciter, peut-être se confier sur des choses qui se sont passées dans leur journée, sur lesquelles ils ne seraient pas forcément confiés parce que vous n'étiez pas disponible. Donc, double effet qui se coule pour soi, et puis pour le lien à l'autre et l'attention qu'on va pouvoir donner à l'autre aussi. Ouais, effectivement, je le remarque effectivement, même sur les bébés, même sur les jeunes enfants. C'est vrai que c'est très intriguant de se rendre compte que, alors que c'est pas forcément volontaire, c'est drôle parce que vous m'y faites penser, Nina, mais il y a une espèce de message automatique infraverbal. C'est contagieux. La disponibilité est contagieuse en fait. Ouais. Je prends note. Je prends note. Et juste pour rebondir, c'est vrai, moi je n'ai pas fait d'études, mais j'ai pas mené d'études auprès de personnes autour de moi, mais j'anime beaucoup de conférences, à peu près presque une centaine par an, et parfois j'ai jusqu'à 500 personnes. Bon, donc je vois quand même pas mal de gens et je fais des sondages. J'aime bien les sonder pour générer de l'interactivité. Et très souvent, je leur demande pourquoi est-ce que vous faites pas de pause, même quand ils sont en télétravail. Ouais. Et parce que c'est trop difficile, parce que c'est un peu tabou, c'est pour ceux qui procrastinent, parce que ça sert à rien. Donc il y a très peu de gens aujourd'hui qui disent parce que ça sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui disent parce que c'est difficile, et il y a énormément de gens qui disent parce que c'est tabou. Et je leur dis, arrêtez de voir les temps de pause comme des temps de glande. Oui, il y a toujours des gens qui glanderont partout, et ça existera toujours, mais c'est un temps de récupération. C'est parce que je fais un temps de pause, de récupération, parce que j'ai travaillé auparavant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parce que si on fait plus, on commence à avoir l'attention qui diminue tellement qu'on ne va plus être efficace. Donc je fais un temps de récupération qui est proportionnel à ce que je viens de faire. Ça peut être très court ou très rapide selon l'intensité de ce que je viens de faire. Et ce temps de récupération va me permettre d'être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus efficace. Alors là, je suis désolée parce que c'est un temps qui permet d'être efficace sur ce que je vais faire après. Ouais, et ça veut dire s'écouter. C'est-à-dire que ne pas y aller au bout, c'est de ne pas s'épuiser dans le j'allais dire, le fait de faire dans la hyperactivité, le faire, etc. Effectivement, voilà. Là, ça ne donne rien de bon finalement. En fait, c'est très compliqué, je trouve, ce sujet, parce que à la fois, vous voyez, il y a le côté procrastinateur, chevronné, si je puis dire, qui donne, si on entend un petit peu ce que nous raconte Mathilde Ramadier depuis le début de l'émission, une espèce un peu de démission à analyser, parce que c'est un symptôme, quoi. Il y a la procrastination, symptôme, et puis il y a la nécessité justement de mettre un peu d'air, quoi, un peu de respiration dans ce temps, charger, j'arrête. Et c'est pas facile, je trouve, de trouver le point d'équilibre, Mathilde. C'est pas facile, je trouve, Il faut avoir le courage, l'audace de se l'accorder. En écoutant Nina parler, je repensais à ce que la philosophe Hannah Arendt nous avait prédit, donc il y a plusieurs décennies. Elle avait dit que notre société était entrée dans l'ère d'une société de travailleurs, que nous n'étions plus que des travailleurs et que nous n'arrivions plus à trouver du sens autrement que par le travail. Non seulement parce que c'est ce que la société capitaliste nous dicte, qu'il n'y a de sens qu'à travers la production, mais aussi parce qu'on a internalisé ce raisonnement. Or, elle a rétabli, en fait, elle voulait rétablir un équilibre entre deux schémas de la vie que sont la vie contemplative et la vie active. Et elle disait que, voilà, en entrant dans l'ère moderne, la vie active a pris le dessus sur la vie contemplative. Or, il ne faut pas les placer dans un système d'échelle de valeurs. Elles sont importantes toutes les deux. Et que dans cette vie contemplative, il y a le repos, le plaisir, les nourritures intellectuelles, l'amitié, mais aussi la procrastination, en fait.
Et ça me rappelle un petit peu le couple réalité-plaisir de la psychanalyse. On ne peut pas abolir l'un avec l'autre, il faut ménager cet équilibre entre les deux, et c'est comme ça uniquement qu'on va tenir. Oui, ne pas s'envoler dans la fuite, si je puis dire, s'échapper tout le temps dans la fuite. Donc soit, Sinon, on ne peut pas entrer en civilisation, on ne peut pas vivre en société. Ouais. On est dans un délire permanent, voilà, si on procrastine tout le temps, finalement... Mais c'est ça, en fait, ça rejoint ceux qui sont tout le temps dans l'action. C'est-à-dire que de toute façon, soit... qui est une forme de fuite aussi. Oui, exactement. En fait, les deux sont... C'est ça, ma conclusion, c'est ça, en fait. C'est ça. Après... Bon, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais juste dire un truc, parce que dans les chiffres, donc on est tous procrastinateurs, et ça déculpabilise tout le monde, parfait. Non, mais c'est super important. Tout le monde finit par procrastiner à un moment donné, donc c'est important de le dire. Il y aurait 20% de gens qui procrastineraient de manière chronique. Alors, si on veut juste donner un tout petit éclairage pour que les gens sachent où ils se situent et s'il faut consulter ou pas. Ouais. Ça veut dire que à chaque fois qu'un comportement est plus intense et plus fréquent, et que du coup, ça porte préjudice dans la vie de tous les jours, on peut considérer qu'il y a sans doute lieu de consulter. Les thérapies cognitivo-comportementales, elles font quand même pas mal leurs preuves. Donc moi, en coaching, ça m'arrive de voir des procrastinateurs chroniques, parce que sur de la procrastination occasionnelle, les coachs, ils ont tout ce qu'il faut, on peut les accompagner pour des changements modérés. Mais pour un changement profond, parce qu'on va aller toucher vraiment aux racines du fonctionnement psychologique de l'individu, les thérapies cognitivo-comportementales sont bien et vraiment peuvent donner des résultats et permettre aux personnes de sortir de ce comportement qui est limitant et handicapant, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont pas dans le réel, en fait. Finalement. Qui peuvent être dans le réel, mais après ça peut être un mélange. Je pense à un exemple en particulier d'une jeune femme qui procrastinait. Alors, je n'ai pas exactement parlé d'elle parce que je déforme, mais j'ai mis un petit témoignage. J'ai passé 40 heures à éviter une tâche de 1 quart d'heure. Et ça, je pense qu'il y en a qui peuvent se reconnaître mais là-dedans. Bien sûr, bien évidemment. Et donc là, j'ai passé une semaine à ne pas faire mon CV parce que par ego, j'ai peur qu'un employeur me dise non. En fait, c'était ça derrière. Ça me paraît tellement, pas banal, mais c'est tellement évident. Et donc là, c'est pas la peur de l'échec et tout. Il y avait une peur de l'échec couplée à un ego sur lequel il fallait travailler. D'accord. Donc, ça peut être plein de choses. La procrastination, c'est complexe. Pour moi, c'est un sujet super complexe. On en parle comme ça, report délibéré d'une tâche qu'on pourrait faire, etc. Mais derrière, en fait, c'est vraiment des causes profondes, émotionnelles profondes, et auxquelles il faut vraiment aller s'attaquer. Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, avant de se sortir d'un comportement qui s'est installé depuis longtemps. Parce que plus ça fait longtemps, et plus il va falloir un peu de temps pour s'en sortir quand même. Voilà. C'est une peur, en fait, des échéances. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir derrière. Il y a beaucoup de trucs. Il peut y avoir, comme vous dites, un cerveau qui a besoin de se recabler sur le retard du plaisir immédiat, être capable de retarder son plaisir immédiat en vue d'un plaisir plus grand. C'est ce que vous disiez. Et ça, c'est parce que dans l'éducation, on a été un peu frustré, un peu avec une certaine dose. Je ne dis pas qu'il faut frustrer pour frustrer, mais expliquer la contrainte et la notion d'effort à un enfant et lui inculquer et faire des efforts en tant qu'adulte, parce qu'encore une fois, l'exemple aussi, on ne dit jamais assez que l'exemplarité, c'est la crédibilité dans tous les niveaux de la société. Et donc, si on n'a pas fait ça, en expliquant quel plaisir on pourra avoir plus grand, et puis en donnant une certaine dose de goût de l'effort et de frustration, l'enfant, il n'a pas ces connexions qui sont faites entre son amygdale et son cortex préfrontal, son amygdale qui veut sans arrêt envoyer de la dopamine pour avoir de la récompense. Et si on ne fait pas ça, eh bien, il va sans arrêt être soumis aux distractions qui lui sont proposées. Donc, les écrans, la nourriture, ça etc. commence comme etc. ça, en fait. Souvent, en tout cas, Mathilde, sans doute. Oui, dans la formation du cerveau. Oui, après, il faut quand même préciser que les enfants ne procrastinent pas. Ça commence à l'âge adulte. C'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué, ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un facteur sociétal qui entre en jeu. On commence à procrastiner avec les examens, les contrôles, et l'entrée dans la vie administrative, donc pas avant 14-15 ans. Bon,
Les amis, on se retrouve juste après Jean-Louis Aubert. Demain sera parfait, paraît-il. Tout de suite. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner, demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles. Laisse-les là, ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale. Laisse-les aux radios matinales. Je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la glaise. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos villes ça sent fort, ils prennent en charge la mort. Laisse-les donc à leur sort. Je veux chanter, je veux te faire oublier le mal de vivre, le mal d'aimer. Je veux chanter et je veux te faire mentir. Demain je m'y remets. Donne-moi la main camarade, tout ça c'est de la rigolade. Donne-moi la main camarade, même si on est dans la panade. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner. Demain sera parfait. Demain sera parfait. Demain sera parfait. Et nous voici de retour dans ce studio sur Radio Notre-Dame et RCF. Je vous le rappelle, dans cette émission Enquête de sens consacrée au temps, à la procrastination. Mais attention, y a-t-il une bonne procrastination ? Nous sommes évidemment en train d'y répondre avec mes deux invités, spécialistes de la question. Nina Bataille, qui est coach et qui vient de publier, un coach surtout au travail, dans la qualité de vie. Et effectivement, ça peut améliorer justement un peu les choses et le quotidien, notamment au travail, d'être plus procrastineur quand on ne l'est pas du tout ou pas assez. Mais attention, pas n'importe comment. J'arrête de courir après le temps, en tout cas, équilibre de vie, charge mentale, procrastination. Chez ESF, c'est votre livre, Nina Bataille. Mathilde Ramadier est autrice, psychanalyste et philosophe de formation. Elle vient avec son ouvrage « Apprivoiser sa procrastination, l'art de faire autrement » chez Erol. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé effectivement de la fuite, des agendas surchargés, de courir après le temps. Ce mot, on l'utilise, j'ai oublié, Nina, parce que vous l'aviez rappelé la dernière fois, vous étiez venue, est apparu dans nos conversations. À partir de quand, la procrastination ? Il y a 10 ans, vous diriez quoi toutes les deux ? Enfin, en même temps, vous avez bossé toutes les deux. Un peu plus. Il y a 10-15 ans ? Il y a 10-20 ans. Mais... Ouais. 10-20 ans, carrément ? Ouais, mais il est très vieux, le terme. Hein. Ouais. Procrastinare. Alors, ouais, procrastinare, en latin, remettre au lendemain. C'est ça. Sachant que le lendemain, ce qui compte, c'est qu'il y ait une rupture symbolique avec la nuit. C'est-à-dire c'est à plus tard, sine die au calendrier grec, mais en tout cas, pas à ce soir, plutôt à demain et plus si affinité. Et le mot formé ainsi est apparu au XVIe siècle. Tiens donc, et il signifiait quoi d'ailleurs au XVIe ? La même chose. Hein. Ouais. Alors on n'utilisait pas tous les jours, quoi. Alors ouais, et puis alors sûrement pas dans des cadres de travail tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais il y a des poètes, des philosophes qui ont parlé du danger de remettre à demain le travail agricole.
On parlait tout à l'heure, on évoquait les professions qui ne peuvent pas se le permettre. Et de nos vies urbaines stressées, à la campagne, avec le travail en ruralité, on ne procrastine pas. C'est vrai que j'ai toujours entendu ma grand-mère, qui a connu la guerre, qui était même résistante. Effectivement, oui, elle était résistante. En Normandie, bref, voilà. Je lui fais un gros bisou. Là-haut, elle nous entend certainement. Et elle me disait toujours, ce qui est fait n'est plus à faire. Ça, c'est la grande phrase. Mais je pense que dans sa bouche, dans son esprit, ça n'avait pas le même sens que dans le nôtre. Nous qui n'avons pas connu de guerre, Dieu merci, qui sommes quand même dans une certaine forme de confort, surtout avec toutes ces facilités effectivement numériques qui sont les nôtres. Ça interroge aussi, vous voyez, sur... le côté urgent des choses. Alors, l'urgence, en fait. Ma grand-mère et ma mère, donc moi j'ai été élevée comme ça, disaient et disent on se repose d'un travail par un autre. Alors là, je vous dis pas. Je la connaissais pas, celle-ci. On se repose d'un travail par un autre. Et ça, moi, comme par hasard, ce sont des femmes qui vous ont transmis cette expression. Enfin, bon. Oui, l'oisiveté était effectivement très mal vue. Enfin, ça dépend dans quel milieu aussi, mais voilà. Et moi, je sais pas, je faisais une interview avec Welcome to the Jungle. Ils ont bien aimé le plus je fais, moins je suis. Et moi, je me l'approprie aujourd'hui. Et souvent, je me le rappelle. Et ça m'aide à procrastiner. Ça m'aide à la bonne procrastination. Pourquoi ? Expliquez-vous un petit peu, Nina. Plus je fais, moins j'ai le temps de vivre. Je peux... bourrer l'agenda, c'est ça ? Et faire en sorte que ma maison soit... Enfin, même sans bourrer l'agenda, faire en sorte que tout soit coché et que la maison soit impeccable. Est-ce que j'ai passé du bon temps avec mes proches ? Ouais, mais c'est compliqué, Nina. Avouez que c'est quand même compliqué, cette histoire. C'est compliqué. Parce que moi, je trouve... Hier, je vous raconte ma vie. C'est passionnant, ma vie. Il y a une psychanalyse, tout va bien se passer. Non, mais c'est vrai que hier... J'étais super contente parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas passé un week-end à faire tout ce que j'avais prévu. D'habitude, j'annulais toujours quelque chose parce que j'étais très fatiguée. Avoir un bébé de moins de 3 ans, on sait tout ce que c'est fatigant. Et c'est vrai que là, j'étais satisfaite puisque ce week-end, j'ai coché tout ce que je voulais faire. Alors, il y avait des choses très agréables, attention. Bon, bref, mais j'ai rien annulé. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que je fais des efforts de quoi ? Ou alors, pourquoi je suis contente ? Pourquoi je suis satisfaite de ça ? C'est bizarre de cocher les cases. Peut-être en revenir à la toute première réflexion de Nina au début de cette émission, c'est-à-dire qui ça gêne de ne rien annuler ? Enfin, si vous annuliez des choses, ça gênerait qui ? Ça vous gênerait vous ? Ou c'est parce que vous voulez faire plaisir à d'autres Ah bah oui, il y avait ça aussi. Ouais, il y avait ça aussi, faire plaisir à d'autres. Petite question d'ego aussi, parce qu'on veut se sentir capable de répondre à tout. Mais de bon ego, celui-là, il est bon. Il est bon, celui-là, Nina, se sentir capable. Bah oui, l'ego, il faut en avoir. Ce qui n'est pas bon, c'est quand il est surdimensionné. C'est la personne que je vous citais tout à l'heure qui, par ego, va pas aller faire son CV pour pas passer l'entretien, pour pas qu'on lui fasse des critiques qui peuvent peut-être même être constructives. Mais c'est ça, c'est ce que vous dit Mathilde. C'est peut-être dire que je suis moins fatiguée aussi en même temps. Puis vous étiez contente parce qu'habituellement, vous n'arrivez peut-être pas à tout faire. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Là, vous avez tout fait, vous êtes contente. Mais j'espère que ça parle aux auditeurs. Vous voyez, cette espèce de dilemme cornélien. Forcément. J'y vais. Là, il y a une dimension qu'on voit émerger un peu de façon sous-jacente aussi. C'est la dimension genrée de tout ce débat. Parce que là, vous avez parlé de ce que votre grand-mère et votre mère vous disaient. Vous aussi, vous avez parlé de votre grand-mère. Et puis là, on parle de la maternité, de la fatigue que ça engendre, des charges domestiques qu'on a évoquées sans les nommer. La procrastination, alors moi j'ai pas fait d'études genrées, je peux pas affirmer qu'elle touche plus un genre plus que l'autre, mais il y a un danger aussi que j'ai vu poindre, c'est que quand on procrastine, par exemple, depuis qu'on est beaucoup en télétravail là, depuis quelques années, qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent de chez eux, on se rend compte d'une nouvelle forme de procrastination, c'est-à-dire je vais pas répondre à ce mail, je vais pas me mettre à ce dossier tout de suite, je vais aller tendre une lessive, je vais aller débarrasser le lave-vaisselle, je vais passer un petit coup de balai, puisque de toute façon c'est quelque chose qu'il faudra faire. Ça, Et je suis prête à parier que ça touche beaucoup plus les femmes, les mères, que les autres. Donc oui, se poser la question aussi de quel type de charge on endosse. Voilà, dans tout ce qui aurait annulé dans un week-end, en fait. Qu'est-ce qu'on va annuler en premier ? Quels sont les impondérables Et pourquoi, en fait, si j'ai bien compris ce que vous m'avez posé, oui, m'a pas un peu cloué, quoi. Bah oui, tiens. C'est pour ça, c'est un outil que j'ai déjà cité, mais depuis tout à l'heure, ça revient dans ma tête. Là, et quand vous en parlez, Mathilde, j'ai envie de rebondir quand même là-dessus, sur cette histoire de on coche pas toutes les cases, c'est pas possible et tout ça. Et de toute façon, on fait des choix dans une journée.
Donc, qu'est-ce que je fais pas aujourd'hui, en fait? Ok, j'avais prévu de faire ça, mais au lieu de dire j'ai pas le temps, mais c'est pas qu'il faut pas s'en vouloir, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a le principe de réalité qui vous entre vos envies et puis le principe de réalité, ça vous rattrape. Donc, moi, j'ai pas le temps de finir 3 dossiers, de faire cette émission et de préparer un dîner à thème pour ce soir. Alors là, vraiment, j'ai pas le temps de faire un dîner à thème pour ce soir, ça c'est clair. Hein. Ah non. Alors, je vais vous expliquer. Je confie qu'il n'y a pas de place là. Non. Je pense que ce soir, ça va être. J'ai pas le choix, il faut que je travaille. Voilà. Ça va être réglé. Je pense que ça va être surgelé. Je vais, après l'émission, là, je vais aller acheter 3 surgelés parce que le frigo est vide. Et basta cosy, quoi. Et ce sera très, très bien. Et je pense que les enfants vont être ravis. Ouais, mais ça, je vous ai pas tout dit, parce qu'effectivement, quand on part de ça, quand on part d'une espèce de perfection dans tous les domaines à atteindre, on lâche sur, effectivement, un peu moins de cuisine, fraîche, impeccable, hyper variée, etc. Ils ont eu ce week-end, en plus. Hein, ça mais oui, bien sûr. À quelque chose de un petit peu plus léger sur ce plan-là, mais du coup, on y gagne en liberté, en légèreté, en moins de fatigue, et donc on n'annule plus rien pour ce petit week-end bien concocté, bien préparé à l'avance. Vous voyez, comme quoi ça peut... On s'y retrouve finalement, Mathilde, vous voyez. Mais n'empêche qu'il faut bien s'écouter et bien faire le point, en fait, régulièrement sur son rapport, autant au présent aussi. On n'a pas encore parlé du rapport au présent. Vous avez touché ça du doigt avec notre amie Anna Rennes tout à l'heure, Mathilde. C'est important, me semble-t-il, parce qu'aujourd'hui, paraît-il, plusieurs fois, des philosophes, de nombreux experts sont venus participer à cette émission en évoquant la difficulté aujourd'hui à développer sa vie intérieure. Donc, l'esprit qui va avec la contemplation, qui va avec la dimension gratuite, ne pas remplir le temps, ne pas être efficace à tout bout de champ, etc. Comment vous vous situez dans cette... vous voyez, comment est-ce qu'on place la procrastination dans ce rapport à la contemplation, finalement Improvisation, peut-être, je ne sais pas, moi, laisser un peu... c'est le lâcher-prise aussi. Ouais. Je parlais de la cohérence tout à l'heure. Je singeais un petit peu gentiment les lumières en disant que voilà, on nous dit qu'on est rationnel, qu'on est cohérent. En fait, on se rend compte qu'on ne peut pas l'être tout le temps. La procrastination, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce titre qui était très difficile à choisir et qui, je vous l'accorde, est très difficile à prononcer. Je suis désolée, mais vraiment, le lundi, c'est vous êtes méchante. Il y a trop de PR dans ce titre. Mais voilà, j'ai écrit apprivoiser la procrastination et non pas la dompter ou l'anéantir ou l'arrêter. Je pense que c'est impossible. C'est une gageure. On n'y arrivera pas. C'est même un peu... c'est au-delà de nos espérances, je pense. Et le sous-titre, c'est l'art de faire autrement. Ouais. La procrastination, ce n'est pas rien faire quand on procrastine dans le temps présent. C'est pas un temps mort, on n'est pas en train de rien faire. En général, on fait toujours quelque chose. Alors, quelque chose de moins utile relativement aux valeurs de la société, quelque chose de peut-être moins utile par rapport à ce qu'on est censé faire à ce moment-là. Mais on est souvent en train de faire quelque chose quand on y réfléchit bien, même si on rêvasse, qu'on surfe sur Internet. Et ce sont ce type de pensées justement subconscientes qui nous arrivent un petit peu par hasard quand on s'y attendait le moins, qui vont nous permettre, comme vous le disiez Nina, d'être plutôt que de faire. Ouais. Il faut, je pense, que dans ce rapport au temps présent, se défaire de l'idée que le temps doit nous servir à quelque chose, qu'il est un moyen qui permet d'accéder à une fin. Le temps peut être une fin en soi, on peut en profiter en s'asseyant sur une chaise. Ouais, et en regardant le ciel, même s'il est gris, mais profiter, toujours bleu. Mais c'est vrai que c'est délicat. Alors, c'est vrai que les enfants peuvent, par exemple, être une fenêtre, justement, une fenêtre ouverte sur nous donner accès à cette espèce de vision, à cette espèce de regard nouveau à porter sur le monde, sur le temps qui passe, sur le réel, sur le présent, sur et puis le côté moins dramatique qu'on l'imagine aussi, le fait de se poser. C'est vrai que vous l'aviez un peu dit toutes les deux sans vraiment le dire, mais on se pose quoi d'ailleurs. Oui. On se pose, donc on défantasme finalement un petit peu aussi, peut-être le pire qu'on imaginait. Souvent la nuit, les angoisses remontent et voilà, peut-être s'arrêter de temps en temps dans la journée pour essayer de défixer ces pensées noires. Mais en parlant d'expression et de fixer, une autre expression, en plus de celle du temps mort, on dit souvent fixer le plafond, regarder le plafond, et on décrit
cette posture comme quelque chose de super négatif, associé à la passivité, quoi, à la flemme. Mais moi, je suis arrivée à résoudre plein de problèmes dans ma vie en fixant le plafond. Je note la situation. C'est une toile blanche, c'est parfait, il n'y a pas de distraction, justement, et c'est mieux que de regarder le ciel gris, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Oui, je préfère. Au moins, c'est blanc. Nina, comment vous faites, vous, pour... trouver des solutions. Moi, je pense que en fait, la bonne pause ou le bon temps de récupération, parce que maintenant, je préfère dire ça, parce que voilà, pour lui donner de la valeur, si ça peut aider. Investir du temps pour en gagner, ça, il y a des gens à qui ça parle. Voilà. J'aime bien dire que ça dépend du tempérament de chacun. Donc Mathilde, vous aimez bien regarder le plafond. Moi, quand j'en ai l'occasion, et je suis parisienne, mais regarder la mer, c'est une source incroyable. D'ailleurs, mon fond d'écran, c'est la mer, de ressourcement. On n'est pas tous égaux face à ça. Ça dépend beaucoup de son tempérament. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est regarder quand est-ce que vous êtes créatif, quand est-ce que vous trouvez des solutions à votre problème, qu'est-ce que vous avez fait juste avant. Et pour certains, ça peut être aller courir, ça peut être actif, procrastiner, ça peut même être... pas forcément rien faire, mais c'est vos temps de ressourcement et de détente. Ils passent par quoi ? Ça peut être du temps de rien sur un canapé, regarder le plafond, par la fenêtre, peu importe. Ça peut être lire un truc inspirant. Ça peut être... Quelles sont vos sources de ressourcement, moi j'appelle ça. Et voilà. Ouais, et c'est vrai que de lire un peu plus longtemps que prévu, par exemple, ça peut donner de véritables donc moi, venir ici, miracles, rencontrer, écouter... Ça va, vous n'avez pas perdu votre temps ? Mais non, pour moi, c'est on a peut-être procrastiné sur autre chose, vous ne savez pas ça. C'est un mystère. Ça, c'est la joie de la vie. L'interaction avec l'autre est un temps de ressourcement incroyable. Ça peut être ça aussi pour certains. Chercher ce qui... Voilà, il n'y a pas de bonne solution. C'est vrai qu'on peut procrastiner en discutant avec des amis, avec notre entourage, etc. Regardez qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous ressource, qu'est-ce qui vous permet de prendre du recul, de trouver des solutions. C'est ça, c'est ça votre temps à vous. Tant qu'on n'y reste pas dans ce canapé et dans ce lit, tout va bien. Comme Oblomov, le personnage du roman éponyme, un roman russe du 19e, personnage qui ne se levait jamais. On peut dire qu'il a procrastiné tout jusqu'au point de procrastiner sa propre vie. Quelle expérience. Ça finit pas très très bien. Non, je crois pas. Mais Shakespeare avait raison, ça finit pas, ça finit mal en général. Merci en tout cas, mesdames. Merci de ramadier votre livre Apprivoiser sa procrastination. J'y arrive trop bien maintenant. L'art de faire autrement chez Erol, Nina Bataille et J'arrête de courir après le temps chez BSF. Merci mesdames. Merci. Bonne soirée à tous. Merci Guillaume Nogaret pour avoir réalisé l'émission. Merci à Jessica Vianini pour l'avoir préparée. Merci à Camille Maillard, François Dieudonné, Pascal Chêne pour avoir évidemment accompagné aussi le bon déroulement de cette émission.